Après la pause, nous retrouvons nos chers invités pour la suite du monde en cette Spéréo Maoulé, juriste de formation, président du groupe d'action pour la gouvernance et la démocratie, Madame Dado Nora Noviekou, coordinatrice nationale de WANEP Togo et Nadej Afi Aglidja. Elle est consultante en politique où nous allons prendre la direction de la Guinée-Conakry le 5 septembre 2021. Alpha Condé, alors président de la Guinée, est arrêté par les militaires poutistes qui s'emparent du pouvoir. Un an plus tard, dans quelle situation se trouve le pays? Comment nos experts voient cette situation? On va leur poser la question. La durée également de la transition dans ce pays, les manifestations du Front National pour la défense de la Constitution, la médiation de la CEDEAO portée par l'ancien président béninois Thomas Boni. Yahi Espero Maoulé, on vous donne la parole. Un an plus tard, l'état des lieux. Bon, je pense que rien n'a changé. Rien n'a changé, pas dans le pays. Rien n'a changé sur les 6 derniers mois pour moi. On sait que Doumbouya avait promis faire table rase de tout ce qui causait les problèmes en Guinée. Et tout ça nécessite du temps. Au moins sur le principe, même si je sais que c'est toujours mieux de préférer une transition, une passation de pouvoir par les urnes, là au moins je suis d'accord qu'il faut un minimum de temps pour pouvoir bien asseoir la démocratie dans le pays, l'état de droit dans le pays, avant de passer aux élections. Ils ont dit 39 mois, après on a réduit à 36 mois. Bon, donc là, on connaît le délai. On sait qu'il veut, qu'il a essayé de consulter les gens au départ pour dire là où il veut aller. Mais là où il y a le flou aujourd'hui, c'est que il ne consulte plus et il veut imposer sa façon d'avancer. Et c'est là le seul problème que je trouve actuellement à cette transition, entre guillemets, de la Guinée. Il y a techniquement des choses qui se font, ça avance, ça progresse, mais en réalité, au niveau démocratique, il y a un déficit important parce que là, on impose pratiquement la volonté de la transition ou des tenants de la transition aux autres partis, et ça, ce n'est pas de bon augure pour nous, les défenseurs des droits de l'homme, qui aimons quand même que les gens puissent participer. Vous savez que depuis un moment, ils ont interdit toutes les manifestations. Donc du coup, on est dans un état de siège, entre guillemets, dans un état qui ne permet pas l'éclosion de la liberté. Et nous, on ne peut pas accepter ça, on ne peut pas cautionner. Et donc c'est ça le seul problème qu'il y a. Sinon, dans la pratique, on se rend compte quand même qu'il essaie de faire un fichier électoral qui soit viable, qui soit correct. Il essaie d'asseoir une constitution qui pourrait être acceptée par tout le monde. Donc je pense que du travail est en train d'être fait, mais seulement ça va un peu trop lentement et ça va de façon trop unilatérale pour donner un certain consensus à la chose. Alors l'interdiction de manifestation et puis le climat qui règne actuellement en Guinée-Conakry pousse certains opposants et certains membres de la société civile regroupés au sein du Front National pour la défense de la Constitution qui manifestent chaque fois. Même la date d'anniversaire, le lundi 5 septembre, cette date a été émaillée de violence. On parle de 10 blessés à Conakry, la capitale. Madame Dado Nora Noviekou. Oui, merci. C'est quand même un peu déplorable ce qui se passe en Guinée, parce que l'idée première en tout cas, de cette transition-là, c'est de rétablir un peu et d'améliorer la situation ou de la vie ou de l'environnement sociopolitique guinéen. Mais malheureusement, on constate que sur les 12 mois, il y a eu beaucoup de déficits de communication, beaucoup de critiques d'ailleurs à l'endroit du chef de la transition, justement parce que ce sur quoi ils se sont accordés lors de la... j'ai oublié même
De leur concertation Non, la concertation qu'il La y avait concertation. eu. Ça a voilà, donné il y une avait- charte. Voilà, Une charte, il oui. y avait une charte de la transition. De la transition. Est-ce que c'est trop compliqué de suivre les points mis dans cette charte-là? A priori, non. Mais on constate que ce qui est mis, en fait, c'est le contraire qui est fait. Parce que dans cette charte, effectivement, il est dit que la liberté d'expression sera garantie. En tout cas, c'est du français qui a été écrit et qui dit des choses très clairement. Donc, ça fait bizarre de voir Et que puis, dans la apparemment, réalité... c'est pas tout le monde qui a participé à l'élaboration de la charte de la transition. Bon, c'est clair aussi qu'on ne peut pas faire participer tout le le monde. monde. Ça, il faut aussi qu'on soit réaliste. Mais je crois que dans dans l'élaboration de cette charte, quand même, l'essentiel des acteurs y était. Maintenant, on l'avait dit ici une fois, il y avait aussi cette question de positionnement. Il y a des gens, peut-être qui voulaient des postes qu'ils n'ont pas eu, aussi vont dire « Ah non, ça ne marche pas ». On connaît aussi ce langage-là. Nous, analysons de façon objective. Ouais. Il y a une charte qui a des points listés et qui dit il y aura la liberté d'expression. Les manifestations pourront se faire. C'est écrit, quoi. Ce n'est pas que c'est écrit. Mais maintenant, si on fait le contraire, il y a un problème. Maintenant, aller jusqu'à arriver à des blessés et tout, c'est encore compliqué. Et donc, à un moment donné, Bien on avant, se il y a demande... eu des morts même. Voilà, bien avant, il y a eu des morts, il y a des arrestations, des blessés. On se demande en fait quelle est la finalité de la transition. En fait, c'est ça. Quelle est la finalité de la transition? Et c'est là que je dis, c'est un peu dommage d'arriver à cette situation un an après. Peut-être on se dirait, mais fallait laisser Condé continuer et qu'il finisse son 3e mandat pour qu'il y ait des élections, que d'autres personnes viennent. Parce que là, c'est un peu comme si on faisait un retour en arrière. Donc, c'est là que c'est un peu critique. Donc, aujourd'hui, c'est clair que les 12 mois de la transition ont certainement dégagé des points positifs, dont, par exemple, les points que Espero a listés, mais c'est la mise en œuvre de ces points qui pose problème. C'est comme si on a fait des promesses, mais on n'est pas à même de pouvoir matérialiser ces promesses-là, et ça pose un véritable souci. Et cela nous va tout simplement enfoncer la Guinée dans une crise qui, je ne sais pas si on pourra s'en sortir d'ici peu. Les 36 mois, c'est quoi? Un an vient de finir, il reste 24. Donc, en fait, c'est déjà... Sur la durée, il y a déjà un tiers qui vient d'être bouffé. Les 2 ans qui restent, est-ce que véritablement ils vont tenir dans les 36 mois comme prévu, ou bien il y aura encore besoin de rallonge? C'est tout ça qui rend compliqué, tout en sachant que parler de transition n'est jamais évident, n'est jamais facile, parce que c'est tout un système qu'il faut reposer, c'est tout un repositionnement des choses, mais quand même, ils pouvaient mieux faire en termes de communication, en termes de collaboration, en termes d'implication des acteurs. Parce que quand même, la Guinée n'est pas seulement les acteurs de la transition. Ouais. Il y a en fait, le peuple guinéen est là, les acteurs à la base sont là, et il faut plus consulter. En réalité, il aurait même mieux à gagner en consultant qu'en imposant. Voilà. Alors, Nadège, on a vu une image tout à l'heure de l'arrestation de l'ancien président Alpha Condé. C'était le 5 septembre 2021. On a vu voilà l'image, on a vu les populations qui ont applaudi les militaires qui sont venus déposer Alpha Condé. Un an après, ces mêmes Guinéens sont divisés sur le bilan de la transition dirigée par Mamadi Doumbouya. Alors, on vous donne la parole. Quel bilan vous pouvez faire de ces 12 mois passés à la tête de la Guinée par ces militaires? Merci. Alors, visiblement, rien n'a changé. Rien n'a changé. Si l'ancien président a été chassé, ça voudrait dire en fait qu'on a mieux à faire. Donc si jusque-là, depuis son départ, il n'y a que manifestation sur manifestation, réclamation sans solution, sans résultat. C'est que rien n'a changé. En tout cas, je ne suis pas dans le gouvernement. Certainement, comme monsieur vient de le dire, il y a des travaux qui se font, mais il faut revoir l'élan. Il faut encore faire plus parce que visiblement, rien n'a changé. Alors, beaucoup de choses aussi ont été faites, Espero Maoulé. Vous avez parlé tout à l'heure de ces choses. Dans le bilan, on doit souligner également cela. Quelles sont ces choses qui ont été faites par la troupe à Mamadi Doumbouya? Il ne faut pas oublier une constance en Afrique.
celui qui était au pouvoir, quand vous le chassez, il passe à l'opposition. Et donc, du coup, il a envie de démontrer chaque fois que ce que vous faites n'est pas bien. Et dans le même temps, ceux qui étaient dans l'opposition, qui espéraient que maintenant que les choses ont changé, vont avoir leur place au soleil, si vous les mettez de côté, ça vous fait 2 blocs d'adversaires que vous avez du mal à gérer. C'est le cas de la Guinée. En venant, la transition n'a pas pris appui sur un des blocs pour fonctionner. La transition a voulu raser tout et construire. Or, pour faire ça, et c'est là où je rejoins Dado, il faut forcément qu'il y ait de la concertation, de la consultation, qu'il y ait une convergence d'esprit avant d'agir. Mais ce qu'on voit avec la transition, même si c'est des civils qui pilotent en réalité, parce que le Premier ministre est là, l'Assemblée est là, mais le problème c'est qu'ils appellent des gens, mais au lieu de les écouter et de montrer qu'on a pris une partie de ce qu'ils ont dit, ils les écoutent et puis eux, ils tranchent, ils décident. Et on a l'impression que c'est un dialogue de sourds parce qu'on ne prend pas en totalité ou on ne semble pas montrer qu'on a pris quelque chose de ce que les autres ont dit. Et donc, du coup, chacun ne se retrouve pas forcément, aucun camp ne se retrouve vraiment dans ce que la transition fait. Et donc, les critiques sont là. Et quand les critiques sont là, au lieu de les laisser s'exprimer pour qu'on puisse trouver des solutions, on bloque encore tout en refusant les manifestations, en refusant que les gens puissent donner leur avis. Et donc, du coup, on est dans un flou extrême qui fait qu'on prête des intentions qui ne sont peut-être pas vraies à cette transition-là. Parce qu'aujourd'hui, les gens disent que ce n'est pas sûr qu'ils veulent lâcher le pouvoir et que c'est possible qu'à la fin, on voit un Doumbouya revenir encore comme président. Je ne suis pas sûr. Et d'ailleurs, c'est peut-être l'occasion de se demander si Doumbouya lui-même, il maîtrise ce qu'il est en train de faire. Apparemment, non. La preuve, il a confié ça à des civils et il est là en retrait. Et juste, lui, il est là comme la force militaire qui fait peur aux gens. Et donc, s'il n'y avait pas cette force militaire-là, n'oubliez pas qu'il était le patron, qu'il est d'ailleurs toujours le patron du commando particulier que Condé avait créé à l'époque. Pour réprimer les et qui était mieux armé que toute l'armée du pays. Et donc, on a l'impression que jusqu'à aujourd'hui, Doumbouya incarne toujours cette crainte-là pour les Guinéens et c'est pour ça que sa transition semble marcher. Sinon, on aurait beaucoup plus de réclamations que ça, on aurait beaucoup plus de mouvements que ça et le risque qu'il y ait des morts et des blessés serait plus grand. Alors, c'est vrai que parfois, ça fait dire que, bon, si c'est comme ça, il vaut mieux museler. Mais quand vous muselez, ce n'est pas la paix que vous offrez aux gens, mais c'est la crainte que vous offrez aux gens. Et les gens ne sont pas dans une certaine condition pour vivre correctement dans le pays. Or, c'est l'un des éléments sur lesquels le Conseil de transition avait insisté en faisant sa charte. C'est de dire aux gens que vous aurez plus de liberté pour parler, vous aurez plus de liberté pour manifester. Et c'est ce qu'on ne retrouve pas. Alors, interdire les manifestations, Madame Dado Noran Noviekou, c'est sans doute l'erreur de la transition de Mamadi Doumbouya. C'est sans compter sur le Front National pour la défense de la Constitution. Il y a le RPG de l'ancien président, comme l'a dit Spero Maoulé, et qui a rejoint également ce front. Alors, face à cela, il y a la CEDEAO également qui agit par le truchement de l'ancien président béninois, Thomas Boni Yahi, qui essaie de prendre langue avec les acteurs politiques et de la société civile dans ce pays. Madame Dado Noran Noviekou, comment vous voyez la médiation actuelle de la CEDEAO? Alors, la médiation, je crois, suit son cours. Maintenant, comme on le dit toujours, le médiateur en soi n'est pas la solution. Le médiateur ne vient que faciliter. Le médiateur ne vient qu'aider les parties en conflit à trouver solution. Et donc, maintenant, si les parties en conflit ne veulent pas s'entendre, le médiateur ne peut pas les forcer. Et là, c'est ce qui rendra un peu compliqué la médiation de la CEDEAO, parce qu'aujourd'hui, on sent depuis, je crois, on est en septembre, là, depuis août, je crois, avec les manifestations d'août ou juillet en Guinée. Il y avait une manifestation, c'était le 15 juillet. Voilà. De juillet à là, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé?
Parce que si les deux parties, les deux acteurs en conflit ne s'entendent pas, la médiation va beau mettre les moyens, mais ça ne va pas marcher. Parce que ce n'est pas elle qui résout, mais elle amène les acteurs à trouver solution. Donc, le grand du travail revient à la transition parce que c'est elle qui a pris la responsabilité de conduire le peuple guinéen à une sortie de crise pour 3 ans. Donc, en termes de, dans cette logique, la première responsabilité revient à la transition, de faire le pas vers le Front National pour pouvoir discuter des points de discorde, disons-le ainsi, des points de discorde. Donc, si ceci n'est pas fait, la CEDEAO fera ses visites, fera ses allers-retours, mais je dirais que ça serait des fonds perdus. Donc, il y a un véritable problème de communication, de dialogue. Parce que là, ils ne dialoguent pas. Et ça ne pourra pas aider. Et donc, on ne peut pas non plus imposer une solution aux deux acteurs parce que la CEDEAO n'a pas ce mandat-là d'imposer. Il ne fait qu'accompagner, faciliter. Et c'est ça qui rend compliqué. Alors, Nadège Arlidia, il y avait une manifestation qui était aussi prévue sur le 17 août passé, mais vu la tension, le médiateur de la CEDEAO, Thomas Boni-Yayi, a eu à prendre langue à Conakry avec les différents acteurs. Le Front National pour la défense de la Constitution a reporté les manifestations et voulait donner une chance à la médiation. Est-ce que selon vous, cela veut dire que les Guinéens sont quand même prêts à dialoguer? Oui, finalement, parce que vu l'acte qu'ils ont posé, vu voilà, leur position, finalement, oui. Et c'est uniquement le dialogue qui peut faire sortir du problème, voilà. Donc, je dirais qu'ils sont prêts. Ils sont prêts. Et vous pensez que la CEDEAO, qui était entre-temps décriée dans plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest, cette CEDEAO, par le biais du président, de l'ancien président béninois, peut réussir la médiation? Ah oui, justement, parce que ce n'est pas qu'on le leur impose, ils le font d'eux-mêmes, donc ça peut passer. Oui. Alors, Madame Dado? Oui, pour ajouter à ce que oui. Nadège a dit, je suis d'avis avec ce qu'elle dit en précisant qu'aujourd'hui, la solution, comme on le voit, viendra des Guinéens. Mais c'est clair qu'étant déjà dans une situation conflictuelle, il faut une troisième personne qui est donc dans le contexte actuel, la CEDEAO, qui essaie de faciliter et à ce qu'ils puissent trouver, donc des solutions concrètes ou des résultats concrets. Maintenant, je crois que la démarche de la CEDEAO aujourd'hui serait de continuer ce rôle de médiateur, mais en faisant un travail avec chaque partie en amont pour les pousser justement aux discussions ou au dialogue. Et c'est clair, un processus de dialogue n'est jamais un travail facile. Non, ce n'est jamais un travail facile. Et c'est en cela que je me dis ça va prendre un peu de temps. Mais si l'équipe de Yayi Boni est tenace, si l'équipe de Yayi Boni met les moyens qu'il faut, parce que là encore, il faut des personnes ressources qui doivent analyser chaque détail. Pourquoi telle partie réagit ainsi? Pourquoi celui-ci ne veut pas communiquer? Et donc, il faut analyser en fait les vraies raisons du blocage. Et c'est sur ces raisons-là ou ces causes profondes que maintenant la CEDEAO aura à faire son travail de facilitation, d'accompagnement pour une médiation réussie. Donc la CEDEAO n'a pas une tâche facile dans ce rôle, mais il faut qu'elle reste tenace et en posant des actes impartial, c'est-à-dire il ne faudrait pas qu'elle prenne parti. Si dans des cas précédents, la CEDEAO a été décriée par moment, c'est parce qu'à un moment donné, une partie en conflit a jugé qu'elle a pris parti. Et ça, je crois qu'il va falloir qu'elle évite de commettre la même erreur dans cette situation en restant le plus possible objectif. Alors, le CNRD va-t-il s'éterniser au pouvoir? Spero Maoulé dit non. Mais vous allez nous parler de cette médiation. Comment vous la voyez? Est-ce qu'il y a eu insuffisance jusqu'à présent? Ce qui fait que les frères guinéens, du moins pour le moment, n'arrivent pas toujours à s'entendre. Non, je pense qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus des sapeurs-pompiers que sont devenus la CEDEAO. La CEDEAO je ne pense pas que la CEDEAO pourrait avoir un rôle vraiment actif dans la crise là, parce que si vous voyez un peu comment les choses se présentent, on a l'impression
que le chef de la transition, Doumbouya, c'est l'armée. L'armée est derrière et donc l'opposition a plutôt intérêt à ne pas sortir, sinon il y aurait des morts. Et le peuple guinéen, avec un peu comment ça s'est passé avec Condé, on a l'impression qu'ils prennent tout leur temps pour analyser avant d'agir. Quand Condé a dit qu'il va encore aller aux élections, personne n'a véritablement manifesté. On a laissé, il est allé, et après il y a eu les problèmes. Donc j'ai l'impression que là, ce que la CEDEAO peut faire, c'est juste de faire en sorte que l'opposition n'appelle pas à de grands mouvements de rue. C'est simplement ça. Donc c'est pour ça que j'appelle ça les sapeurs-pompiers. Éteindre le feu pour qu'il n'y ait pas une crise majeure. Mais sinon, en réalité, sur la transition, le Conseil de transition a tout tracé et ne fait qu'exécuter maintenant. Et il y a eu débat, et, enfin, si on peut appeler ça débat, il y a eu quand même des moments de rencontre. Je pense que même lors d'une émission où il y a les ténors de l'opposition et du pouvoir en face de Alain Foucault, oui. C'était clair que il n'y a pas de dialogue entre eux, mais que la transition a son chemin, a sa ligne, et que la transition ne veut pas changer de cette route-là. Donc, du coup, ça devient un langage de sourds. Et donc, Yahi Boni et son équipe ne feront en réalité qu'essayer de mettre de l'eau dans le vin de chacun lorsque ça va passer à de l'esclandre. En réalité, on n'a pas d'action à mettre sur la transition. Maintenant, quand les élections vont être annoncées, si par malheur Doumbouya ne laisse pas les grands ténors de l'opposition aller aux élections, c'est à ce moment-là que, ma foi, tout le monde va se mettre dans une position très tranchée, et alors là, les problèmes peuvent encore revenir. Alors pour chuter Nadège Ahlija, selon vous, quelles sont les chances de réussir de cette transition en Guinée-Conakry? Alors, je pense que la majorité a déjà été dit. Il faut que les deux parties qui sont en conflit, on va dire, puissent aider le médiateur à les aider. Donc, il faudrait mettre un peu de l'eau dans leur vin. C'est la solution, donc, passe par le dialogue. Le dialogue, un dialogue franc, le respect des décisions prises et, je crois, assurer quand même l'essentiel en termes de liberté d'expression et de droits humains. On reste avec vous, Madame Dado Nora Noviekou, au Togo, le groupe de suivi et de soutien à la transition au Mali, GST Mali, tient sa troisième réunion à Lomé. Les autorités maliennes de la transition exposent les derniers développements intervenus dans le pays pour un retour à l'ordre constitutionnel dans les délais fixés en accord avec la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. On sait que c'est la deuxième réunion consécutive qui se tient dans la capitale togolaise après celle de mars 2021. Alors, à Lomé, les Maliens sont venus exposer, si on peut le dire, les avancées et surtout demander à l'Union africaine, aux partenaires du Mali, de voir les efforts qui ont été faits et de les accompagner. Alors, la situation au Mali, ou la transition au Mali, on sait un peu tout ce qui s'est passé et aujourd'hui, tout l'effort qui est fait pour un retour à l'ordre et à la reprise des coopérations. Donc c'est clair que la transition malienne aujourd'hui est consciente des enjeux qu'il y a et de la nécessité de montrer en tout cas qu'elle essaie de faire de son mieux et de, entre guillemets, de rendre des comptes. Voilà, donc elle essaie de communiquer et ça, je pense que c'est une bonne chose parce que durant toute la période, elle a beaucoup communiqué, elle informait, bon peut-être des fois aussi elle a trop communiqué, donc elle essaie tout simplement de montrer qu'il y a des choses qui sont en train de se faire et c'est là encore une action stratégique parce qu'on sait aussi qu'il y a pas mal de... comment on peut l'appeler, d'informations parallèles qui viennent pour quand même dire que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Mais à son niveau, cette transition voudrait tout simplement dire
qu'elle essaie d'aller au bout de son agenda et qu'elle a des résultats qu'on peut saluer. Donc pour moi, c'est une action de communication, mais en même temps d'information au grand public. Et puis, pour terminer, c'est une action stratégique. Alors, la rencontre de Lomé intervient dans un contexte d'avancée remarquable et significative dans la gestion de la transition. Ce sont les propos de El Gassim Ouane, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU dans ce pays, Spéro Maoulé. Les défis qui restent à relever, selon toujours le diplomate, sont énormes et complexes. Il faut donc accompagner le Mali, nonobstant tout. Bon, moi, j'ai été un peu surpris par cette déclaration, parce qu'au fond, qu'est-ce qui a changé? La transition, le problème au Mali était un problème surtout sécuritaire. Est-ce qu'aujourd'hui, le problème sécuritaire est réglé? Non. Puisque la preuve, on continue toujours par avoir des attaques djihadistes dans le Mali. Et c'est vrai que ça a diminué. On a l'impression que les Maliens arrivent à s'en sortir avec l'absence de la France. Donc, je ne sais pas. C'est vrai que d'un autre côté, sur le plan institutionnel, le gouvernement malien a un langage plus policé maintenant, plus politique. Et ça commence par donner un peu plus confiance aux gens. C'est vrai que la guéguerre avec la France, on est en train d'aller vers sa fin. Et donc, c'est clair que le divorce est consommé. Mais n'empêche que aujourd'hui, le Mali sait qu'il est obligé de coopérer avec des gens. Et donc, cette coopération-là, je pense que le Mali veut, au-delà de la Russie, que ce soit avec les pays africains. Or, aujourd'hui, si on veut que ce soit avec les pays africains, le problème, c'est que l'Union africaine, qui est encore largement sous emprise de l'Occident, et surtout de la France, a du mal à donner le OK pour que le Mali puisse prendre d'autres chantiers. Et donc, je pense que c'est pour ça que les Maliens ont accepté de venir présenter les résultats et de montrer que, bon, au fond, ce que nous voulons, vous êtes en train d'entrevoir ça, que l'Afrique se mette derrière moi pour faire face à ce que, entre guillemets, la France est en train de me faire et pour qu'on puisse avancer. Ça, apparemment, c'est l'image qu'on voit en dessous, mais il ne faut pas oublier non plus que la géopolitique et la géostratégie vont faire que ce langage-là ne va pas immédiatement porter. On va encore attendre. Alors, en guise de bonne foi, les Maliens disent, bon, maintenant il nous reste 24 mois de transition au lieu des 48 mois qui devaient rester puisqu'ils avaient demandé 5 ans. Donc, voyez, on a fait de bonnes choses. Vous aussi acceptez. C'est à ce niveau qu'il y a eu changement selon vous? Oui, en plus, on a vu que aujourd'hui, le Mali accepte que l'Allemagne puisse aider dans le cadre de la MINUSMA à faire de la surveillance aérienne sur le territoire. Donc, le Mali veut donner des gages à tous, sauf avec la France. C'est vrai qu'il n'y a pas dans les déclarations, et ça c'est pour ça que je dis que le Mali a progressé dans le langage policier, dans les déclarations, il n'y a jamais eu un rejet de la France. Mais on sent qu'aujourd'hui, les déclarations ne vont plus forcément contre la France, c'est des déclarations plus tempérées, et je pense qu'ils ont compris que la communauté internationale demeure toujours un élément important. Sinon, les coopérations vont faire que malheureusement le Mali va s'épuiser économiquement, et là ce ne serait pas une bonne chose pour la transition. Alors le Mali souhaite qu'il soit, si on peut le dire, porté par ses frères africains. C'est le message de Lomé. Est-ce que vous remarquez, puisque c'est sur cette base que le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a présenté les avancées du Mali, est-ce que vous pensez qu'il y a eu des avancées, du moins sur le plan sécuritaire au Mali, Nadège Ahmed-Diab? Alors, bon, je dirais... Pas trop. Pas trop, voilà, pas trop. Pas trop, sinon pourquoi encore présenter ces genres de... comme ils l'ont fait
Donc, maintenant, ils cherchent encore plus à être épargnés de l'insécurité, Oui. ce qui justifie les démarches qu'ils font maintenant. En souhaitant vivement que le Mali soit accompagné par l'Allemagne, Spero Maoulé l'a dit. Selon vous aussi, il n'y a pas eu tellement d'avancées, du moins sur le plan sécuritaire et sur le plan économique. Alors d'abord sur la question sécuritaire, nous parlons d'une situation assez complexe. On parle de l'extrémisme violent et qui parle de l'extrémisme violent parle d'une situation où tu ne maîtrises pas en fait les groupes en question. Et aujourd'hui il y a tout un ensemble de groupes qui agissent sur le terrain. Et donc, on n'a pas un répondant direct avec qui négocier pour dire quels sont vos besoins, arrêter de tuer les citoyens et tout. Non, on n'a pas un groupe direct, visible, disponible, parce que c'est pas aussi qu'on ne les connaît pas, mais ils ne sont pas forcément disponibles à négocier. D'accord? Donc, on est dans une situation où ce n'est pas une question qui se règle à la minute. Et donc, forcément, ça prend du temps. Et si ça prend du temps, naturellement, on ne peut pas voir l'effet ou l'impact, ou bien, oui, disons l'impact de la transition sur ce côté sécuritaire-là. Mais il est clair que le constat est là, ça a diminué. Parce que si vous suivez bien la situation au Mali, avant, il n'y a pas une semaine où il n'y a pas de tuerie par ici, mais aujourd'hui, ça a diminué. Malheureusement, c'est les autres pays, d'autres pays comme le Burkina Faso, le Togo, le Bénin, qui sont en train d'être attaqués. Donc c'est un problème assez très complexe et sur ça on ne peut pas les juger. Genre est-ce qu'ils ont été efficaces ou pas? Moi je ne ferai pas l'analyse dans ce sens, mais je constate tout simplement quand même que la situation a un peu diminué. Alors revenons sur la question économique. C'est clair, le Mali à lui seul ne peut pas porter le poids économique et gérer dans le laps de temps qu'on a sans peut-être remettre en place des mécanismes endogènes de mobilisation de ressources. À l'instant T, il y a géré l'urgence, il y a géré le quotidien des Maliens et donc forcément, il faut d'autres appuis externes, il faut d'autres fonds externes pour pouvoir assurer le quotidien donc des Maliens. Et donc pour ça, forcément, les contributions, s'il y en existe, sont les bienvenues. Et aujourd'hui, oui, le constat également est qu'il y a des partenaires qui veulent accompagner. Alors, ce n'est pas aussi comme si dans cet accompagnement, parce qu'il y a des structures qui sont dédiées à l'appui au développement, à soutenir les jeunes, les femmes économiquement. Et donc, quelque part, eux aussi cherchent à pouvoir apporter leur contribution. Et donc, le Mali, ici, voit ces opportunités, naturellement, les prendra, mais veut quand même démontrer que, voilà, on a fait des efforts, mais voilà, il y a encore des challenges à relever, d'où la nécessité pour vous ou pour nous de solliciter votre contribution. Donc, c'est un peu comme ça que moi je fais la lecture de la situation en disant que ça va prendre un peu de temps parce que l'héritage laissé à la transition ou bien l'héritage que la transition a récupéré puisqu'on ne lui a pas laissé en fait. Voilà, l'héritage que la transition elle-même a récupéré n'est pas un héritage glorieux. Donc, naturellement, les défis sont assez énormes. Pour finir, je me dis, oui, le Mali cherche aussi des alliés à l'interne. Donc, les pays africains, oui, parce que quand il ira à la CEDEAO, il faut que les pays se positionnent. Quand il ira au niveau de l'Union africaine, il faut que des pays soutiennent. Donc, je dis, c'est stratégique, encore une fois. Alors, Spero Maoulé, à travers cette rencontre de Lomé, est-ce que vous pensez que le Mali sera soutenu, surtout suivi par ses partenaires africains? Oui, évidemment. Je pense que tout le reste, c'est une question d'image politique. Vous voyez, même la CEDEAO, quand elle a voulu faire volte-face, n'a pas carrément enlevé toutes les sanctions. On a dit, oui, bon, on vous laisse telle chose, mais bon, mais il demeure ceci, on va voir vos progrès. En réalité, sur le plan politique, il y a toujours ces calculs-là qui font que les choses n'évoluent pas de la façon la plus naturelle que possible. Et déjà, même, j'ai l'impression que
46 militaires qui sont retenus encore aujourd'hui vont être un des facteurs ou un des arguments que le Mali à court terme va utiliser. Pour faire preuve de bonne foi, on va encore libérer peut-être une partie, etc. Oui, ou peut-être la totalité, et montrer que, voilà, nous sommes volontaires, mais ne venez pas créer l'insécurité sur nous. Sur le plan sécuritaire, nous sommes toujours là. Ouais, la dernière fois, j'apprenais que, par exemple, le Bénin, à côté, va recevoir le soutien du Rwanda pour lutter contre le terrorisme. Et donc, ces relations interafricaines-là peuvent être une bonne indication pour le Mali, qui va espérer que l'Union africaine va s'ouvrir et va permettre de prendre des gens pour l'aider à lutter contre le djihadisme. C'est clair que, et ça tous les chefs d'État le savent, si ça ne va pas au Mali, c'est toute la sous-région qui a des difficultés. Et ça, c'est constaté et on le vit tout le temps. C'est pour cette raison-là que, normalement, la CEDEAO doit être le porte-parole du Mali envers l'Union africaine pour dire oui, mais aidons-le pour finir. Mais c'est pas ce que vous voyez. Ce n'est pas ce qui est pour le moment. Le Togo. Bon, le Togo, c'est vrai que le Togo a déjà fait le pas. Le Togo est devenu l'avocat défenseur du Mali. Maintenant, il faut que la CEDEAO tout entière le fasse vers l'Union africaine. Et ensuite, l'Union africaine réclame cela au niveau des Nations Unies, mais qu'on crée plutôt... Moi, je pense que ce que la transition malienne doit chercher, c'est de revoir, et ça ils l'ont déjà demandé une fois, de revoir tous les cahiers de charges des forces qui viennent intervenir dans le pays. Il faut qu'on détermine avec précision ce qu'on peut faire. Moi, j'ai déjà dit, je crois ici, que ce qui serait idéal, c'est que cette force de la CEDEAO qu'on avait vantée entre-temps en allant en Gambie, qu'on crée cette force-là, que cette force-là... Pour faire peur à Yaya Jammeh à l'époque. Oui, à l'époque. Maintenant, que cette force-là puisse, par exemple, prendre les pays un à un et booster carrément le djihadisme. Qu'est-ce que ça coûte de trouver, en faisant l'effort, de trouver 10 000 ou 30 000 hommes de la CEDEAO qui vont obéir à un schéma de la transition malienne pour pouvoir chasser d'abord du Mali et prendre pour le Burkina Faso, prendre pour le Togo, prendre pour le Bénin et progressivement mettre ces gens-là ailleurs. Et comme ça, au moins, on aurait une paix sous-régionale qui pourrait faciliter le développement. Alors, dans ce cas-là, le Mali pourrait revenir sur la phase 2 de sa transition qui va consister à organiser économiquement le pays, politiquement le pays pour aller vers des élections qui seront transparentes et alors on aura un gouvernement qui serait choisi par le peuple malien et qui va travailler sur une base beaucoup plus saine. Allez, avant de vous retrouver, Nadège Alidja, la médiation du Togo, les différentes réunions, Madame Dado Nora Noviekou, on les voit à Lomé. Le Togo joue un grand rôle pour l'apaisement, tous azimuts au Mali. Comment vous jugez le rôle que le Togo est en train de jouer dans ce dossier malien? Alors, est-ce que nous avons à juger le rôle que le Togo joue? Je ne sais pas. Et je constate, je préfère constater. Alors, je constate quand même que depuis un moment, le Togo essaie de se positionner et au niveau sous-régional comme continental, voire au niveau mondial. Et c'est dans la suite normale de sa stratégie de relations internationales que je crois les actions que notre pays mène en vis-à-vis du Mali se poursuivent. Et donc pour moi, aujourd'hui, il est clair que chaque pays essaie de pouvoir se positionner au niveau géopolitique. Et chaque pays fait des calculs. Nous sommes dans une situation où les enjeux sont énormes. Ça, c'est la réalité. Peut-être celui qui n'a jamais assuré une charge de gouvernance, même au niveau, en tout cas petite soit-elle, ne peut pas comprendre en fait que les enjeux, les implications que la gestion d'un pays peut entraîner. Parce qu'il y a des gens à payer. Il y a assuré le bien-être du pays, il y a plein de choses. Et pour ça, malheureusement, on est dans une situation où plusieurs pays n'ont pas les éléments essentiels pour assurer le quotidien à ses citoyens dans la durée.
Donc forcément, on va chercher ailleurs. C'est là la question des partenariats, les questions des accords et autres. Donc aujourd'hui, le Togo, en tout cas avec le ministre Doucet aux Affaires étrangères, on a vu quand même qu'il y a quelque chose qui bouge en termes d'alliances par-ci et par-là. Et donc, naturellement, si le Togo va vers le Mali, depuis qu'on a en tout cas constaté, depuis qu'on constate en tout cas cette volonté-là d'être un peu la personne idéal à pouvoir accompagner, je crois que c'est un choix politique. Maintenant, on constate également que ce choix politique, là où ce choix de se positionner a été accepté par les Maliens. Donc, la collaboration se poursuit et vivement que d'ici là, que les enjeux qui sont devant ces deux pays puissent trouver solution, parce que la question des 49 soldats ivoiriens qui est devenu 46 est toujours là, n'est pas encore finie. On voit encore le Togo en train, en tout cas, de faire l'effort de pouvoir apporter sa solution. Et donc, pour moi, le Togo, tout comme les autres pays, n'oublie pas qu'en fait, on est dans un monde où il faut se positionner et il faut initier des actions qui vous amènent en fait aussi à avoir des soutiens, à avoir des alliances. Parce que après tout, il y a des grandes décisions qui se prendront et pour ça, il faut des alliés. Si tu n'as personne et quand tu te retrouves au moment des décisions, ben, personne ne te soutient. Et il n'y a pas peut-être beaucoup de communication autour des élections pour les commissions, les questions de droits de l'homme, de paix et sécurité, mais au fond, c'est beaucoup d'alliances, beaucoup de discussions pour soutenir le vote de tel pays. Et donc tout ça là, c'est des calculs, mais je pense que c'est dans l'ordre normal des choses en fait. Et donc pour le Togo, c'est un positionnement également stratégique qu'il fait au regard de ses ambitions, au regard de sa vision de la chose. Et donc ce n'est pas étonnant en fait. Alors Nadège Arlidia, la diplomatie, j'allais dire, du Togo, elle marche. Elle va vite, elle court même. Est-ce que vous comprenez aujourd'hui la position du Togo dans le dossier malien? Ah oui, justement, elle vient de le dire. Je crois que le Togo, il a toujours été... C'est une question de positionnement. C'est une question de positionnement. Je crois que le Togo, il est en train de faire un travail d'image, son travail d'image. Et je crois même qu'il s'en sort bien. Il le fait peut-être pour les jours à venir. Elle l'a dit tout à l'heure, si vous n'avez personne, lorsque vous serez dans les problèmes, vous ne trouverez personne pour vous accompagner également. Donc je pense qu'il le fait pour son image, voilà, donc pour les jours à venir, les situations à venir. Spero Maoulé, on voit cette diplomatie togolaise qui travaille surtout sur le plan international très bien. Au même moment, il y a certains acteurs politiques togolais, des analystes qui disent plutôt qu'il y a encore d'autres choses à faire au pays. La libération, par exemple, des 3 soldats ivoiriens, on l'a vu tout à l'heure, et puis la médiation que le Togo est en train de jouer dans la libération de tous les soldats ivoiriens à Bamako, au Mali. Alors, les gens disent qu'il y a aussi des détenus politiques au Togo. Bon, je ne sais pas pourquoi vous souriez. Je souris pour deux raisons. Moi. La première raison, c'est que moi, je suis plutôt un peu inquiet avec la diplomatie togolaise. Parce que je ne sens pas voir, je ne vois pas, peut-être qu'il y a une logique dans tout ça là, mais je ne vois pas une ligne assez cartésienne. Vous voyez, pour le problème de Israël et de la Palestine, le Togo s'est lié avec les États-Unis sur un vote que pratiquement tous les autres pays n'ont pas voulu faire. Et donc, c'est comme si le Togo était du côté des États-Unis. Mais dans le même temps, on nous dit que Doucet entretient de bonnes relations avec la Russie, avec la Turquie, avec la Chine. Donc, si on doit avoir une image, c'est que notre diplomatie, elle est complètement ouverte. Donc, il n'y a pas de ligne fixe. Donc, je ne vois pas personnellement où on veut aller. Peut-être qu'on veut avoir une image de pays ouvert, mais c'est avec ses risques et ses conséquences, évidemment. Vous voulez qu'elle soit positionnée, qu'elle soit fixe? En tout cas, qu'on lise très clairement une position du Togo. Ça peut être sur des thématiques. On peut dire sur telle thématique, le Togo est dans ça, sur telle autre, le Togo est dans ça.
Maintenant, si de façon comme ça, on va à gauche, à droite, sans savoir vraiment où on va, je ne sais pas. C'est pour ça que je dis, moi, je ne vois pas. Peut-être que le pouvoir pourrait, dans une conférence de presse, nous expliquer un peu. Maintenant, on ne peut pas forcément lier le plan international au plan national. C'est vrai que nous avons notre cuisine interne à faire avant de nous occuper de la cuisine des autres, mais les deux ne s'opposent pas véritablement. On peut avoir 0 prisonniers dans notre pays et supporter un pays qui a des prisonniers chez eux, comme l'inverse. Dans la situation actuelle, il y a des prisonniers au Togo, mais le pouvoir togolais dénie toujours l'aspect politique de ces prisonniers-là. Donc, pour le pouvoir togolais, c'est des prisonniers de droit commun, et donc qui doivent rester et suivre le cours normal de la justice. Alors, évidemment, sur cet angle-là, nous, en tant que défenseurs des droits de l'homme, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord parce que la qualification non politique là nous pose problème. Voilà. Bon, mais par contre, dans le même temps, pour les enseignants qui ont été arrêtés, c'est un problème social. Et donc, au problème social, la réponse n'est pas l'emprisonnement. Et donc, je suis d'accord que les Togolais espèrent qu'on puisse régler très facilement ces problèmes de prisonniers-là en cuisine interne. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut forcément faire ça d'abord avant d'aider les autres pays. Encore qu'on nous donne une raison ou une ligne qu'on veut suivre et nous, on pourrait suivre avec le pays. Spero Maoulé, merci beaucoup à vous. Vous êtes juriste, président du groupe d'action pour la gouvernance et la démocratie. Merci également à Madame Dado Nora Noviekou, coordinatrice nationale de WANEP Togo. Nous disons également merci à vous, Nadège Jafi Agli-Dia. Vous êtes consultante en politique. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau infini. Merci à vous. Bon week-end à vous. Bon week-end également à nos chers amis scotiers. Merci pour la fidélité. Toujours renouvelée. On se retrouve la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir. Excellent week-end à tout le monde.